En janvier 2010, à Santiam Junction, Oregon, une fille, qui a souhaité garder l'anonymat, vidait la chambre de son père, décédé la semaine précédente. C'est alors qu'en plein deuil, elle fit une découverte qui allait non seulement la laisser perplexe, mais la terrifier au plus haut point. Elle tomba sur le journal intime de son père. La surprise fut totale, jamais elle ne l'avait vu écrire et ignorait tout de son existence. Une entrée, datée du 1er juin 1960, la glaça d'effroi. 1er juin 1960. Mes deux meilleures amies gisaient là, figées dans une horreur absolue, incapables du moindre mouvement, pendant qu'elle leur arrachait et dévorait la chair des jambes. À cet instant, ils ont dû comprendre que c'était la fin. Paralysé, je sentis les souvenirs du commencement de cette épreuve remonter en moi. Nous avions tous grandi avec les rumeurs d'une sorcière vivant au cœur de la forêt de Santiam, mais aucun de nous ne croyait à ces vieilles légendes. On racontait des histoires d'enfants s'aventurant trop loin dans les bois pour ne jamais revenir, des récits destinés à nous effrayer pour nous empêcher d'aller trop loin. C'est du moins ce que nous pensions. Le début des vacances d'été est toujours le meilleur moment, pas d'école pendant 3 mois. Cette première semaine de vacances avait commencé comme tant d'autres, je me réveillais, prenais un petit déjeuner rapide et rejoignais mes amis à la lisière de la forêt pour explorer et tirer avec nos carabines à plomb sur tout ce qui bougeait. J'avais les deux mêmes meilleurs amis depuis l'âge de 4 ans, Jim et James. Nous faisions tout ensemble, nous étions inséparables. Étant fils uniques, ils étaient plus comme des frères que de simples amis. Nous ne nous disputions jamais, toujours d'accord sur ce qu'il fallait faire et où aller. C'était comme si nous pouvions lire dans les pensées des autres. Une assez grande rivière sortait de la forêt et traversait le centre de la ville, un endroit où nous passions beaucoup de temps pendant l'été. C'était toujours amusant de se rafraîchir par une chaude journée, et en plus, il y avait beaucoup de poissons. Nous adorions attraper les truites de ruisseau à main nue, puis nous faisions un feu pour les cuire et les manger sur place. Parfois, nous suivions la rivière à travers la forêt jusqu'à une cascade qui se jetait de très hautes falaises. En toutes ces années d'exploration, nous ne nous étions jamais aventurés au-delà. Était-ce à cause des histoires effrayantes de sorcières ou, comme nous aimions nous le dire, parce que c'était trop dangereux de grimper? Ce jour-là, cependant, nous devions nous sentir plus courageux que d'habitude. James a suggéré d'escalader les falaises pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et ni Jim ni moi ne nous y sommes opposés. Au contraire, nous étions totalement partants. Nous avons donc commencé l'ascension avec l'enthousiasme de garçons de 12 ans. Arrivés au sommet, ce qui fut beaucoup plus facile que prévu, nous avons découvert une immense vallée couverte de pins à perte de vue. La vallée était si dense qu'on aurait dit un tapis vert. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que cette vallée pourrait être l'endroit même où tout le monde nous avait déconseillé d'aller. Pour nous, c'était un lieu fascinant et accueillant, alors nous nous y sommes aventurés. Suivre la rivière et explorer ce nouveau territoire était excitant, nous aimions nous imaginer être les premiers à poser le pied ici. Nous avons marché un bon moment, jetant des pierres et des bâtons dans l'eau, avant de réaliser que le crépuscule approchait et que la nuit allait bientôt tomber. C'est alors qu'une peur écrasante nous a saisis. Nous nous sommes regardés, terrifiés. Et juste avant que nous puissions dire quoi que ce soit, nous avons entendu quelqu'un, ou quelque chose, ricaner dans l'obscurité de la forêt. C'était le ricanement le plus hideux que nous ayons jamais entendu. Ce n'était pas un rire amusant, mais quelque chose de bien plus sinistre et maléfique. Nous nous sommes immédiatement retournés pour fuir quand nous avons vu quelque chose sur notre gauche foncer droit sur nous à travers les pins épais. La chose approchait à une vitesse folle. Comme il commençait à faire sombre et que la forêt était dense, nous ne pouvions pas distinguer exactement ce qui se déplaçait si rapidement vers nous. Nous n'en avions que de brefs aperçus alors qu'elle se faufilait entre les arbres, se rapprochant de plus en plus. La dernière chose dont je me souviens avant de m'évanouir, c'est James hurlant « Courez ! Courez ! Courez ! » Point. Je ne sais pas combien de temps je suis resté inconscient, mais je me suis réveillé dans un état de panique profonde, dans une obscurité totale. J'ai chuchoté les noms de mes amis dans le noir, mais aucune réponse. Je suis resté assis un moment, immobile, essayant de rassembler mes esprits et de décider quoi faire. C'est alors que j'ai remarqué, à travers une petite ouverture dans les pins, ce qui semblait être une lumière, un feu pour être exact. Au début, j'ai été soulagé, pensant que c'était peut-être mes amis. Mais ensuite,
j'ai réalisé qu'ils ne m'auraient jamais laissé seul dans le noir, si loin d'eux. Ils auraient fait un feu là où je m'étais évanoui. Je me suis alors souvenu du ricanement et de la chose qui se déplaçait rapidement à travers les arbres, et la terreur m'a transpercé comme un million d'aiguilles. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le courage de me lever. Mes yeux s'habituaient un peu à l'obscurité. Je me suis approché lentement et méthodiquement du feu, en gardant mes distances. Une fois que j'ai pensé être assez proche pour bien voir, je me suis accroupi derrière un grand arbre. Je me suis dit qu'il valait mieux voir qui avait fait le feu avant de m'approcher. Accroupi près du pin, j'entendais des gémissements et des pleurs étouffés. J'ai mis ma main en coupe sur mon oreille pour mieux entendre. C'est alors que j'ai entendu les supplications de quelqu'un disant « S'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de me manger ». Je me suis figé sur place, mon cœur a dû s'arrêter et je ne pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai suffoqué en me disant de me lever et de courir, de m'éloigner le plus possible du feu, mais quoi que je fasse, je ne pouvais ni me lever ni bouger. L'air est finalement entré dans mes poumons après ce qui m'a semblé une éternité. J'avais la tête qui tournait et j'étais très étourdi. Après quelques minutes, j'ai réussi à me calmer suffisamment pour réfléchir à ce que je devais faire. Je savais que je devais m'éloigner le plus possible, mais je voulais aussi retrouver mes amis, et il faisait nuit noire. Si seulement je pouvais trouver la rivière, je pourrais au moins la suivre jusqu'aux falaises et attendre le matin pour descendre. Je me suis appuyé sur le pin le plus proche pour me stabiliser en essayant de me lever le plus silencieusement possible. Mes jambes étaient engourdies d'être resté assis si longtemps. J'ai pensé qu'il valait mieux attendre quelques minutes que le sang y circule à nouveau avant d'essayer de marcher. Je savais que je devais être aussi silencieux que possible et je ne voulais pas trébucher et faire du bruit. Après quelques minutes, je me suis retourné pour repartir d'où je venais, en espérant que c'était la direction de la rivière. Juste au moment où j'allais faire mon premier pas, j'ai de nouveau entendu ce ricanement hideux. Seulement, cette fois, il était juste derrière moi. Je me suis immédiatement figé, incapable de bouger. Je savais que la chose, quelle qu'elle soit, n'était qu'à quelques centimètres de moi car j'entendais sa respiration rauque et hideuse, le claquement de ses lèvres, et je pouvais la sentir. C'était l'odeur la plus horrible qui soit, pire que n'importe quel animal mort que nous croisions parfois lors de nos explorations. Dans ma tête, je me hurlais, « Cours, cours, bon sang !» Mais mes jambes ne m'obéissaient pas, elles restaient figées, comme coulées dans le béton. J'allais tourner la tête pour voir ce qui se trouvait derrière moi quand, tout à coup, j'ai senti une main saisir mon épaule. À cette fraction de seconde, je me suis mis à courir aussi vite que mes jambes le pouvaient. L'adrénaline a envahi mon corps alors que je trébuchais à travers la forêt. Je ne savais pas dans quelle direction j'allais, mais je m'en fichais. Je voulais juste m'éloigner le plus possible. Après avoir couru pendant je ne sais combien de temps, j'ai dû m'arrêter car je me suis mis à vomir à cause de l'adrénaline et parce que j'avais couru plus vite que jamais. Après avoir fini de vomir, je me suis rappelé pourquoi je courais et que je devais continuer jusqu'à trouver la rivière. Au moment où je reprenais mes esprits et me relevais, j'ai de nouveau entendu le ricanement, cette fois juste devant moi. Puis j'ai entendu un grand bruit sourd. Je suis tombé lourdement sur le sol, me tordant de douleur. J'ai senti la chaleur de mon sang jaillir de ma tête. La chose qui avait ricané et m'avait frappé m'a alors attrapé par la jambe et a commencé à me traîner à travers la forêt à une vitesse alarmante. Quoi que ce fût qui me tenait, c'était très fort. Je savais que je n'avais aucune chance de me libérer. J'avais la tête qui tournait et je perdais connaissance par intermittence. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé près du feu, je suppose que c'était celui que j'avais observé plus tôt. J'ai essayé de bouger mes bras et mes jambes pour me relever, mais en vain. J'étais paralysé, je ne pouvais bouger aucune partie de mon corps. Tout ce que je pouvais faire, c'était penser à mes amis et à où ils étaient. En tournant mon regard autant que je le pouvais pour regarder autour de moi, j'ai vu les corps ensanglantés et démembrés de mes deux amis. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. C'était comme si on m'avait arraché les cordes vocales. J'essayais de me dire de me lever et de courir, mais quoi que je fasse, mon corps n'obéissait pas à mes ordres. Les larmes coulaient sur mon visage alors que j'étais allongé près du feu qui était trop chaud. Je pouvais sentir ma peau brûler tellement j'étais proche, et ça faisait un mal de chien. Je ne savais pas ce qui était pire, ma tête lancinante ou le feu qui me cloquait la peau du bras.
J'ai dû m'évanouir à nouveau, car je me souviens m'être réveillé face au visage le plus épouvantable que j'ai jamais vu, à quelques centimètres du mien. D'après ce que je pouvais voir, c'était une femme, du moins je le pensais. Mais je ne pouvais même pas dire si c'était un être humain ou non. Sa peau était humide, pâle et extrêmement sale. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, gras et en désordre. On aurait dit qu'ils avaient été trempés dans de l'huile de moteur. Alors qu'elle était sur moi, me regardant, elle a souri, me montrant ses dents noires, tordues, sales et pointues, tandis que de la bave coulait de sa bouche sur mon visage, entrant dans mes yeux et dans ma bouche. J'ai commencé à avoir des hauts le cœur en goûtant le goût le plus dégoûtant que j'ai jamais goûté en 12 ans d'existence. Pendant que j'avais des hauts le cœur, elle a poussé un autre ricanement hideux qui a retenti dans le silence de mort de la nuit. Il faisait sombre et calme alors que nous étions allongés près de ce feu. Dans mon esprit, je savais que j'allais mourir et connaître le même sort que mes deux meilleurs amis. C'est alors que j'ai décidé d'accepter mon sort et j'ai fermé les yeux. Juste au moment où je fermais les yeux, j'ai entendu le bruit de pas lourds se rapprocher de plus en plus. J'ai alors entendu une voix grave et retentissante, la voix d'un homme qui parlait dans une autre langue que je ne reconnaissais pas. Je me souviens avoir levé les yeux et vu un grand homme costaud avec une grande barbe qui ressemblait à un bûcheron. Il a rapidement balancé une grande hache d'aspect ancien sur la chose qui était sur moi, l'envoyant voler à plusieurs mètres à travers le feu pour atterrir sur les corps démembrés de mes amis. Il s'est ensuite placé devant moi, se tenant entre moi et la chose. De sa voix grave et étrangère, il a parlé à nouveau et lui a fait signe de venir à lui. Elle n'a pas perdu de temps, bondissant sur lui de l'autre côté du feu, visant son cou. Il était trop rapide pour elle et semblait s'y attendre. Il a placé le haut de la hache sous son menton et l'a fait tournoyer, la frappant contre un grand pin qui se trouvait à côté de moi. Il l'a maintenue plaquée contre le pin alors qu'elle essayait de le griffer avant de la laisser tomber au sol. Puis, d'un mouvement fluide et sans hésitation, il lui a coupé la tête. Le sang a giclé de son corps sans tête, m'éclaboussant le visage. L'homme barbu et costaud est resté là un moment, regardant la sorcière maintenant sans tête, avant de baisser les yeux vers moi et de me parler dans sa langue étrangère. J'ai essayé de parler, mais encore une fois, rien n'est sorti. Ce que la sorcière m'avait donné ne paralysait pas seulement mon corps, mais aussi ma parole. J'espérais la retrouver. Il a ensuite levé les yeux et détourné le regard, comme s'il était plongé dans ses pensées. Après une minute, il m'a regardé à nouveau et a parlé dans un anglais approximatif. Sorcière morte, elle pas te manger, toi parler plus tard. Il s'est penché et m'a soulevé, m'éloignant du feu, assez loin pour que ma peau ne brûle plus. J'étais épuisé, physiquement et émotionnellement, et à peine m'avait-il posé que je suis tombé dans un profond sommeil. J'ai fait les rêves les plus horribles cette nuit-là, et la sorcière était dans chacun d'eux, essayant de me manger. J'ai été réveillé par le chant des oiseaux et je me suis immédiatement assis. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que tout n'avait été qu'un rêve. J'ai regardé et j'ai vu l'homme barbu qui ressemblait à un bûcheron. Il était assis sur une bûche non loin du feu, sa vieille hache en bois entre les jambes. Son visage était sans expression et il avait l'air d'avoir besoin d'un bain. Nous sommes restés là à nous regarder pendant un moment avant qu'il ne parle à nouveau dans un anglais approximatif. Tes amis, désolé, moi pas arrivé vite. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que je regardais autour de moi et remarquais que leur corps avait disparu. Je savais qu'ils devaient les avoir enterrés, et j'en étais reconnaissant car je ne voulais pas revoir cette vision horrible. Il a vu que je les cherchais et a dit, « Moi m'être mis sous terre. » Odeur de sang, plus de sorcières venir. Plus de sorcières, il y en a d'autres, pensais-je. Qui es-tu? Lui ai-je demandé, surpris de pouvoir à nouveau parler. Mon nom est Edward, ma famille venir Amérique il y a beaucoup d'années pour tuer sorcières, a-t-il répondu. Il y a d'autres sorcières. Ai-je demandé? Oui, beaucoup, ma famille les tuait depuis longtemps. Empêcher de manger tout le monde, a-t-il répondu. Tu vis ici, dans la forêt. Ai-je demandé? Oui, jamais quitté forêt. Quitter forêt et sorcière quitter forêt, a-t-il répondu. D'où vient ta famille? Lui ai-je demandé. Vient de Scandinavie, a-t-il répondu. Je suis resté assis, essayant de digérer tout ce qu'il venait de me dire. Je n'aurais rien cru de tout cela si ça ne m'était pas arrivé. Sorcière manger Jean depuis commencement. Sorcière venir en premier,
Puis homme, a-t-il dit. Elles étaient là avant l'homme. Ai-je demandé. Oui, sorcière faire homme pour nourriture. Pas de sorcière, pas d'homme. Tu comprends, a-t-il demandé. Je crois, elles nous ont créés pour être leur nourriture. Ai-je répondu. Oui, faire homme pour nourriture. Homme se défendre, presque tuer toute sorcière. Quelques sorcières encore en vie. Faut toujours chercher et tuer sorcière, a-t-il dit. Tu es seul, Edvard. Ai-je demandé. Non, à voir petit village profond en forêt, a-t-il répondu. Je me suis dit, mon Dieu, il n'a probablement jamais quitté la forêt et n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est comme s'il vivait comme nous le faisions il y a 100 ans. Le temps les a simplement dépassés, mais pour une bonne raison. Toi partir maintenant, plus de sorcières venir, dit Edvard. J'ai hoché la tête en signe d'assentiment, je n'allais pas le contredire. Il s'est approché et m'a aidé à me lever. Mes jambes me faisaient un mal de chien et étaient très raides. J'ai commencé à marcher lentement pendant qu'Edvard me tenait le bras pour que je ne tombe pas. Il n'a pas fallu longtemps pour que le sang recommence à circuler dans mes jambes et que je puisse presque marcher normalement. Nous avons marché plusieurs kilomètres avant d'arriver enfin au bord des falaises que mes amis et moi avions escaladées la veille. Toi descendre, demanda Edvard. Je pense, ai-je répondu en hochant la tête. Toi pas revenir ici, dire aux gens rester loin, dit Edvard. Oui, bien sûr, ai-je répondu. Mais c'était oui pour ne plus jamais revenir ici, mais non pour dire aux gens de rester à l'écart. Personne ne me croirait si je leur disais pourquoi ils devaient rester à l'écart, et si je le faisais, ils fouilleraient les montagnes à la recherche d'Edvard et de son village, et je savais qu'ils ne devaient jamais être trouvés. J'ai regardé les falaises en pensant que ce ne serait pas facile de les descendre. Je me suis alors retourné pour remercier Edvard de m'avoir sauvé la vie et tout ce que j'ai pu voir, c'est son dos avec sa hache sur l'épaule alors qu'il s'enfonçait dans les arbres en suivant la rivière. Je suis resté là un moment, rassemblant mes pensées, me demandant ce qui venait de se passer et comment j'allais expliquer la perte et la disparition de mes deux meilleurs amis. Je savais que, quoi qu'il arrive, je ne pouvais conduire personne dans cette région. Ce secret devait m'accompagner jusqu'à la tombe. J'ai ravalé mes larmes en descendant les falaises abruptes.